Une pluie fine s'abat sur Manhattan quand le palais de justice ouvre ses portes. Mais à l'intérieur, l'atmosphère reste électrique. Un juré convalescent, un témoin décisif retardé 2 fois, et un public qui chuchote déjà qu'on pourrait assister au tournant du procès. Pendant quelques minutes, la séance ressemble à n'importe quelle audience de routine, jusqu'à ce qu'un jeune homme en costume sombre s'avance vers la barre. Brendan Paul, ex-assistant de Sean Diddy Combs, s'apprête à raconter ce que la presse n'avait jusqu'ici qu'entrevu à travers des rumeurs. En moins d'un quart d'heure, les avocats griffonnent frénétiquement, le juge intervient à plusieurs reprises, et les jurés se penchent comme s'ils ne voulaient pas perdre une syllabe. Pourquoi tant d'attente? Parce que Paul a vécu dans l'ombre du magnat. Déplacement éclair, nuit sans sommeil et secret transporté dans un sac siglé qui vaut à lui seul le prix d'une petite voiture. Ses confidences promettent d'exposer la mécanique intime d'un empire fondé sur le contrôle absolu. À peine commence-t-il à parler que les murs feutrés de la salle 26B semblent vibrer. Les smartphones des reporters s'illuminent comme une forêt de lucioles. Mais avant de nous plonger dans ces révélations, il faut comprendre le décor. Un patron qui se compare à un général d'élite, une équipe préparée comme un commando, et des employés sommés de sacrifier sommeil, vie privée, et parfois bien plus, pour rester dans la lumière d'un seul homme. C'est cette pression permanente, cette exigence de perfection qui va lancer l'histoire que vous allez entendre. Restez bien accrochés. La première déflagration arrive dès la partie suivante. Brendan Paul a à peine 23 ans lorsqu'il décroche le poste présenté comme l'opportunité d'une vie. Diplômé depuis quelques mois, ancien joueur de basket universitaire, il pense rejoindre une équipe glamour. Il découvre plutôt une organisation paramilitaire où chaque erreur se paie cash. Horaires annoncés, 60 à 100 heures par semaine, parfois 6 jours d'affilée. Jour, nuit, avion privé ou tournée express à l'autre bout du pays. Son téléphone ne doit jamais passer en mode silencieux. Au tribunal, il raconte une anecdote devenue symbole. Un simple sac banane de sport oublié dans un coffre de voiture. Colère immédiate du patron, licenciement sur le champ, badge désactivé. 3 jours plus tard, même couloir, même bureau, Sean Combs lui lance un « juste dit bonjour » comme si de rien n'était. Pour survivre, explique Paul, il faut accepter que les règles changent toutes les heures et qu'aucune procédure RH n'existe pour se plaindre. Le salaire grimpe vite, 75 000 $, puis 100 000 $. Mais l'argent est un baume léger sur une vie privée qui s'évapore. Dès l'entretien, on le prévient, si tu as une copine, romps-toi. Ta famille, tu ne la verras plus. L'ex-assistant compare la hiérarchie interne à la fameuse unité SEAL Team 6, précision millimétrique, défaillance interdite et seule mission valable, anticiper le moindre désir du patron avant même qu'il ne le formule. Et si ces exigences n'étaient qu'un échauffement? Dans la partie suivante, vous découvrirez la véritable monnaie d'échange qui liait l'équipe à son chef. Et elle ne se compte pas en dollars. Très vite, Brendan Paul découvre que organiser la perfection inclut aussi de curieuses commissions. Dans les messages internes, on utilise des clins d'œil lexicaux pour parler de produits sensibles, fleurs ou arbres pour certaines herbes, pastilles roses pour un mélange euphorisant, nuages blancs pour une poudre plus puissante. Tout se règle en espèces, prélevé dans un cabas de luxe surveillé par la sécurité. Le jeune assistant, lui, devient l'intermédiaire. Il réserve, récupère, transporte, toujours accompagné d'un mot code et d'un reçu anonyme. La loyauté se mesure à l'audace. Un soir, le patron lui demande de tester un nouveau stimulant avant la fête, histoire d'être sûr de la qualité. Il obtempère, ressent un bref vertige, puis retourne préparer les suites. Plus tard, à l'aéroport de Miami, la police trouve 27 grammes d'une poudre blanchâtre dans son sac siglé. Arrêt immédiat. Paul plaide la maladresse. Il rangeait la chambre, l'a glissée dans sa valise, puis a oublié. Par fidélité, il admet la faute et suit un programme de sevrage pour éviter la prison. Aujourd'hui, au tribunal, il confesse « Ce n'était pas à moi ». Cette scène n'est pourtant qu'un prélude à ce qu'il nomme les Wild King Nights, des soirées ultra privées où, dit-il, rien n'était laissé au hasard. Playlist personnalisée, boissons millésimées
et un certain sac Gucci baptisé Frank Black, toujours prêt. Les listes de besoins circulaient sur l'application Notes. Chacun savait qui devait fournir les huiles de massage, qui devait disposer les serviettes, qui devait vérifier que la boîte rouge du patron, son téléphone personnel, restait à portée de main. À chaque étape, Brendan Paul prouvait sa loyauté, parfois au péril de sa santé ou de sa réputation. Mais ce que Paul ne voyait qu'en coulisses va bientôt s'étaler au grand jour. Messages compromettants, dégâts chiffrés, témoins fédéraux. Dans la prochaine partie, le puzzle s'assemble et la façade de fête révèle des fissures bien plus sombres. Le salaire grimpe vite, 75 000 $, puis 100 000 $. Mais l'argent est un baume léger sur une vie privée qui s'évapore. Dès l'entretien, on le prévient, si tu as une copine, romps-toi. Ta famille, tu ne la verras plus. L'ex-assistant compare la hiérarchie interne à la fameuse unité SEAL Team 6, précision millimétrique, défaillance interdite et seule mission valable, anticiper le moindre désir du patron avant même qu'il ne le formule. Et si ces exigences n'étaient qu'un échauffement? Dans la partie suivante, vous découvrirez la véritable monnaie d'échange qui liait l'équipe à son chef, et elle ne se compte pas en dollars. Mais ce transfert n'apaise pas le rythme. Au contraire, l'ex-assistant évoque des listes toujours plus longues, des maisons transformées en cocons de luxe éphémères et une hiérarchie où la moindre bougie mal centrée peut valoir un rappel à l'ordre. Désormais, même les fournisseurs apprennent de nouveaux codes. Un mot pour l'éclairage, un autre pour la playlist, un dernier pour la mallette en liquide. Tout est optimisé afin que la fête commence dès que la porte se referme. Si Paul assure que la personne surnommée Jane semblait toujours consentante lorsqu'il la croisait, il reconnaît n'avoir jamais été témoin direct des instants privés. Il n'en découvrait que l'écho à travers les dégâts. De quoi nourrir, chez les jurés, l'idée troublante qu'un rideau de soie peut masquer des zones d'ombre bien plus sombres. Et lundi, un autre témoin pourrait lever ce rideau plus haut qu'on ne l'imagine. Lorsque le procureur fait résonner les échanges de 2017 entre Cassie Ventura et Sean Combs, la salle retient son souffle. Cassie décrit une nuit où elle aurait été tirée par les cheveux, le visage marqué, refuge verrouillé de l'intérieur. Elle supplie Didi d'admettre le problème, lui répond qu'elle serait ingrate. Ces lignes, sorties d'un téléphone effacé depuis longtemps, brisent l'image lisse de la romance glamour. La défense invoque l'attention passagère, mais chaque mot rappelle que la violence psychologique se niche souvent derrière le vernis. Cassie écrit qu'elle est traitée comme une aporonque. Didi rétorque qu'elle ne mesure pas sa chance. Les jurés entendent surtout une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Celui qui possède tout contre celle qui demande juste la sécurité. Ces messages font écho aux soirées fraîches d'aujourd'hui. Mêmes acteurs satellites, même silence imposé. L'accusation tisse un fil rouge. Si ces incidents remontent à des années, combien d'autres sont restés dans l'ombre? D'autant que les textos montrent un entourage déjà mobilisé pour éteindre les incendies, garde du corps, chef de staff, alias, une mécanique vieille de plus d'une décennie. En reliant ces révélations à l'organisation minutieuse décrite par Brendan Paul, le parquet suggère que ce n'est pas un dérapage isolé, mais un mode opératoire. Et le témoignage technique qui arrive promet de transformer cette intuition en chronologie implacable. Joseph Cerciello, analyste fédéral, projette une fresque de 44 événements entre 2020 et 2024. Vol privé, réservation sous faux nom, transfert de cash. Au centre de chaque ligne, deux constantes, P et Jane. Avant l'hiver 2023, tout passe par des hôtels de luxe. Après la plainte de Cassie, plus aucun palace, uniquement des demeures louées. La bascule saute aux yeux, on verrouille le cercle, on réduit les témoins extérieurs. Le tableau recoupe aussi des opérations financières. 5 000 $ signalés, dépenses perso Londres. 3 500 $ retirés pour l'invité, alias Joseph Chavez, sur une facture de mobilier souillé. Les textes, les vols, les dépôts d'espèces construisent une chaîne logique. Face à cette accumulation, la défense invoque la vie privée, mais la répétition transforme l'exception en habitude et l'habitude en schéma. Cerciello lit ensuite un échange de juin 2024. La chef de cabinet demande qu'on récupère P. Diddy au plus vite chez Jane, tandis qu'un assistant réclame du liquide supplémentaire.
Rien de criminel en soi, plaide la partie adverse, mais le procureur insiste. C'est la preuve qu'un incident a failli éclater et qu'il a été éteint à coups de billets. L'argument frappe l'Assemblée. Quand la fête déborde, le cash sert d'extincteur. En moins d'une heure, l'agent fédéral transforme des milliers de pages en un motif clair. Lieu discret, pseudonyme, somme d'argent et retour au silence. Il ne reste plus qu'un pas pour que ce motif devienne, aux yeux des jurés, une organisation consciente. Et la semaine prochaine, il suffira peut-être d'une journée de plaidoirie pour que ce pas soit franchi. À la fin de l'après-midi, le juge Subramanian rappelle le calendrier. L'accusation prévoit de clore son dossier dès lundi. La défense ne s'accorde qu'1 à 2 jours derrière pour répondre. Autrement dit, le jury pourrait recevoir les instructions finales avant même que la semaine ne se termine. Dans la salle, chacun saisit l'enjeu. Après 26 journées éreintantes, ponctuées d'allusions à des sommes en liquide, à des soirées secrètes et à des messages inquiétants, les 12 citoyens vont bientôt devoir trancher. Pourtant, l'équilibre reste fragile. La veille, un juré victime de vertige a manqué l'appel. Aujourd'hui, il tient bon, mais la défense a tenté, en vain, de récuser un autre membre du panel, jugeant sa neutralité compromise. Recalée, la requête nourrit une tension presque palpable. Un seul incident médical, un seul échange hors protocole, et c'est tout le procès qui risquerait d'être renvoyé. Le magistrat l'a répété sous forme d'avertissement. La moindre entorse de plus, et l'on repart à zéro. En coulisses, les deux camps se préparent déjà à la dernière ligne droite. Côté parquet, on peaufine un argumentaire centré sur la notion de schéma. Même lieu, même pseudonyme, même opération en espèces. Côté défense, on aiguise la stratégie du doute raisonnable. Présenter Brendan Paul comme un employé débordé, peindre les Wild King Nights comme de simples escapades privées entre adultes, souligner l'absence de plainte directe au cours des faits récents. Reste que la chronologie de l'agent Chersiello pèse lourd. Si les jurés y voient un canevas cohérent, la faiblesse des témoins favorables à Didi pourrait devenir criante. À la sortie de l'audience, les commentateurs observent un phénomène rarissime. La place devant le tribunal, d'ordinaire bruissante d'équipes télévisées, s'est muée en zone d'attente anxieuse. Plus personne ne se risque à prédire l'issue. On chuchote que, dès lundi, un dernier SMS ou une dernière ligne bancaire pourrait faire basculer la balance. La question n'est plus de savoir s'il reste des révélations, mais si elles tomberont avant ou après que les jurés aient déjà fait leur choix. Le week-end s'annonce donc sous haute tension. Ni les avocats, ni les journalistes, ni même les fans sur les réseaux ne savent quelle histoire s'imprimera dans l'esprit des délibérants. Celle d'un magnate trop exigeant mais innocent d'infraction, ou celle d'un stratège ayant transformé son entourage en rempart pour assouvir des désirs inavouables. La réponse paraît proche, plus proche que jamais. 26 jours d'audience ont mis en pièces le mythe du simple roi de la fête. Entre les horaires impossibles, les valises de liquide, les soirées codées et les messages d'anciennes compagnes, Sean Combs découvre sa légende rincée sous les néons d'un tribunal fédéral. Brendan Paul a révélé la logistique, Cassie a rappelé les blessures morales, et l'agent Chersiello a relié chaque point pour dessiner une trajectoire où le luxe flirte constamment avec le secret. Désormais, 2 scénarios font face. Si le jury considère la répétition des faits comme un plan concerté, la sanction pourrait être lourde. Si, au contraire, il voit dans ces récits l'exagération d'un entourage désireux de sauver sa propre image, la chute annoncée pourrait se transformer en simple accroc médiatique. Dans les 2 cas, la réputation de Didi sort déjà écorchée. Même un verdict clément ne fera pas disparaître ces transcriptions circulant à la vitesse d'un tweet. Reste une dernière vérité. Derrière chaque alias, chaque billet, chaque villa de location, il y a des êtres humains qui ont accepté ou subi un système pensé pour rester invisibles. Lundi, quand la cour reprendra, il suffira peut-être d'un témoignage complémentaire pour confirmer l'existence de ce système ou pour révéler qu'il n'était fait que de loyauté brouillée et de rumeurs mal comprises. D'ici là, impossible de tourner la page. Le suspense tient tout le monde en haleine et le coup de marteau final résonnera bien au-delà des murs de la salle 26B.